Bonjour à toutes et à tous, je suis Natacha Ruiz et je suis avec Alice Lehoux. Donc, on est toutes les deux co-auteurs du guide de la mode éco-responsable. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Cindy Durdan et de Vincent Duré, qui sont nos invités pour le 3e épisode du talk show Mode créatrice d'envie, comment devenir consommateur. Donc, pour rappeler, si vous nous rejoignez pour la première fois pour ce talk show, il a vu le jour à l'occasion de la sortie du guide. C'est véritablement une extension du guide pour permettre d'approfondir les thématiques abordées dans le guide. Et l'objectif, c'est de créer une connexion entre les professionnels de l'industrie du textile et de la mode, ainsi que le grand public, pour créer ensemble l'industrie du textile et de la mode d'aujourd'hui et de demain. Donc aujourd'hui, on a un sujet qui est très important qu'on va aborder avec vous. Il s'agit des labels et des certifications dans l'industrie textile. Alors souvent aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Il y a plein de labels, plein de certifications, plein d'initiatives qui existent. Et ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver, de savoir à quoi ça correspond. Et donc, on a réuni 2 experts qui ont vraiment comme objectif de vous éclairer, de vous apporter des clés plus pratiques pour comprendre ces labels, ces certifications, qu'est-ce que c'est pour vous y retrouver quand vous allez faire vos achats, aussi bien sur Internet que dans les magasins. Alors aujourd'hui, on est avec Cindy Durdan. Donc Cindy Durdan, elle a fait l'ISTA avec Alice et moi, du coup, avec quelques années d'écart, mais du coup, on a fait la même école de chef de produits textiles. Et elle est consultante RSE et supply chain et elle est spécialisée dans l'industrie textile depuis plus de 15 ans. Et donc, elle a travaillé notamment pour la marque Ekyog, qui est une des marques pionnières dans l'éco-responsabilité, comme responsable production, traçabilité et qualité. De l'autre côté, on a Vincent Duré, donc, qui lui est responsable business unit de la division textile du groupe Ecocer depuis 2008. Donc lui, il a déjà plus d'une douzaine d'expériences dans le domaine du prêt-à-porter en tant que responsable qualité et recherche et développement. Et il a rejoint du coup le groupe Ecocer en 2008 pour mettre en place les certifications sur les textiles biologiques, notamment GOTS, dont on va parler tout à l'heure. Et il s'occupe de déployer en fait toutes ces certifications au niveau des textiles biologiques, écologiques ou recyclés dans le monde entier. Donc, il va vous expliquer tout ça de manière plus précise tout au long de ce talk show. Alors maintenant, je vais tout de suite vous donner la parole. Cindy, pour nous expliquer un peu de manière succincte cette émission au quotidien en tant que consultante RSE et supply chain. Et après, on donnera la parole aussi à Vincent et Alice pour expliquer ce qu'ils font aussi au quotidien. Oui, ok. Bonjour à tous. Ravie de participer à ce webinaire. Du coup, moi, en fait, mes missions au quotidien, ça va s'adresser principalement aux marques de mode ou aux entreprises de l'industrie textile, et ce serait de les accompagner dans leur démarche éco-responsable, de les aider à mettre en place des stratégies RSE, ou encore de faire un état des lieux de leurs fournisseurs pour en savoir où ils en sont dans leurs engagements face aux conformités sociales ou environnementales, ou encore les accompagner dans la mise en place ou dans l'obtention d'une certification ou d'un label comme ceux qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ok, super, merci. Et Vincent, du coup, peux-tu nous expliquer tes missions au quotidien au groupe Ecocer, au sein du groupe? Oui, très bien. Déjà, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Donc déjà, l'entreprise Ecocer, c'est une entreprise de services qui est engagée là depuis plus de 30 ans dans la mise en œuvre de pratiques et le développement de pratiques responsables et durables et respectueuses de l'homme et de l'environnement. On travaille. Bien sûr, notre cœur de métier, c'est la certification, mais on travaille aussi sur des opérations aussi des actions de formation et de conseil et d'accompagnement des entreprises vers des pratiques plus durables. Le groupe proprement dit EcoCert est déployé dans le monde entier. On travaille dans plus de 130 pays aujourd'hui. On a plus de 26 filiales et à peu près 1500 personnes qui travaillent dans le monde entier. Donc moi, mon action, elle se situe au niveau de la partie textile proprement dit, où là, comme tu disais Natacha, j'ai comme mission de déployer les services de différentes certifications dans le monde entier, que ce soit sur des textiles biologiques qui ont vu le jour, je dirais, il y a plus d'une dizaine d'années, mais maintenant des textiles recyclés ou des textiles qui respectent aussi le bien-être animal. Donc voilà un petit peu. Donc cet accompagnement dans le déploiement dans toutes nos filiales et notamment sur les lieux de production, c'est là aussi très, très important, notamment en Asie. D'accord. Tu peux nous dire un tout petit peu plus sur le groupe Ecocer rapidement? Sur le groupe EcoCert, donc effectivement, on a plusieurs activités en plus je dirais de la partie textile. EcoCert est aussi très connu, bien sûr, sur la partie agriculture biologique.
c'est quand même le cœur, je dirais, de métier du groupe. Il y a également, on travaille beaucoup sur la partie cosmétique parce que EcoCert a développé son propre standard sur la partie cosmétique. Et aujourd'hui, peut-être que certains d'entre vous connaissent aussi le référentiel Cosmos. Cosmos, c'est aussi un standard qui a été développé par le groupe EcoCert. Et on travaille sur aussi plein d'autres sujets environnementaux et notamment aussi sur la RSE et également sur la mise en place de ce type de certification. D'accord. Voilà. Super, merci. Et Alice, du coup, tu peux nous dire un petit peu aussi, toi, qu'est-ce qui t'a intéressé pour intervenir sur la partie, justement, label, certification, plus concrètement? Oui, déjà, bonjour à tout le monde. Merci à tous ceux qui participent et qui écoutent aujourd'hui. C'est un webinaire qui est très important selon moi. Donc, avec le livre que nous avons écrit avec Natacha, dedans, on parle des labels. Alice? Vous m'entendez? Oui, il y a eu une petite coupure. Tu peux juste reprendre, du coup. Merci. Oui, donc je disais, pour nous, avec ce livre, l'information sur les standards, les certifications, les labels sont très importantes pour pouvoir sincèrement expliquer à chaque consommateur ce qu'ils peuvent vérifier en magasin, identifier ces certifications et leur expliquer comment elles fonctionnent et comment elles sont déployées et comment on peut s'y fier aussi et comprendre ce qui est vérifié en fait et à quel niveau. Et donc moi, à mon niveau, c'est plus la conformité sociale qui était mon travail et qui était de vérifier du coup les droits sociaux dans les usines. Et donc, il y a des organisations qu'on va voir lors de ce webinaire qui expliquent quelles sont ces organisations qui viennent vérifier le droit des travailleurs pour la confection des vêtements dans l'industrie textile. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Alice. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et pour commencer, on va faire un petit point sur les enjeux du développement durable dans l'industrie textile. Et c'est Vincent, en fait, qui va nous en parler. On a préparé un schéma, justement, pour vous permettre de mieux comprendre les impacts. Tout de suite, on va vous montrer ça. Hop. Voilà. Donc, c'est le schéma qu'on retrouve dans le guide. Très bien. Donc, alors, donc, toute l'industrie textile ou circuit de fabrication de textile est quand même un circuit, il y a une industrie qui a des impacts très importants sur l'environnement et principalement pour deux raisons. Premièrement, c'est que vous voyez déjà sur le schéma là qui est à l'écran, il y a énormément d'intervenants sur toute la filière, tout le circuit de fabrication d'un produit nécessite de faire intervenir beaucoup d'opérateurs différents, depuis la production de la fibre, proprement dit, qu'elle soit naturelle ou d'origine synthétique, la production des fils, des tissus, de la teinture, l'ennoblissement, etc., la confection, et puis si on a affaire à des jeans, par exemple, il va falloir aussi délaver les produits. Donc, il y a énormément d'intervenants dans la chaîne textile, donc une complexité déjà importante. Et à chacune de ces étapes, bien sûr, il y a très souvent une nécessité d'utiliser soit beaucoup d'eau, par exemple sur la culture du coton, soit beaucoup de produits chimiques, soit beaucoup d'énergie. Donc, effectivement, l'industrie textile a des impacts très importants sur l'environnement qu'il faudra donc bien sûr prendre en compte quand on a une politique générale au niveau RSE. Si on prend l'exemple de la culture du coton, par exemple, il faut savoir que rien que sur les pesticides, la culture conventionnelle du coton utilise plus de 25% des pesticides qui sont employés dans toute l'agriculture mondiale. Donc, c'est considérable. Rien que cet impact là-dessus. Donc, les enjeux sont quand même relativement importants. Il y a bien sûr aussi des enjeux sociaux parce que tous les lieux de production, en très grande majorité, se situent dans des pays à bas coût de main-d'œuvre. Et donc, forcément, les ouvriers qui vont travailler dans ces usines-là sont très souvent quand même soumis à un niveau de travail assez important et les conditions de rémunération font que les conditions aussi de vie sont des fois difficiles. Donc, il est important aussi de ne pas dissocier la partie environnement et la partie humaine et la partie sociale si on veut vraiment prendre en compte les différents éléments du développement durable. Peut-être une autre slide. Oui, tout à fait. Merci, Sacha. Ce qui est aussi de très très important dans les enjeux de l'industrie et de moi, ce qui touche la mode en général, c'est l'évolution, je dirais, de la consommation.
Ce qu'on peut voir sur les 15 dernières années, si on prend par exemple de 2000 à 2015, c'est un peu plus vieux que ça, le schéma. Sur le schéma qui est ici, vous voyez un premier phénomène, c'est que la courbe de la population s'est sensiblement accrue là, sur ces 15-20 dernières années, et ce qui a engendré une demande en vêtements très, très importante. Mais dans le même temps, on voit que la consommation de vêtements, c'est-à-dire le temps où on va consommer, on va utiliser le vêtement, c'est raccourci. C'est-à-dire qu'on est plus maintenant dans un modèle, ce qu'on appelle de fast fashion, c'est-à-dire qu'on achète un vêtement et après on le jette ou on l'utilise plus. Donc, ce qui a eu pour effet, là, sur les années de 2000 à 2015, par exemple, de générer énormément de déchets. Ça a plus que doublé de 2000 à 2015. Donc, il y a une énorme aussi problématique aussi sur la génération de déchets dans l'industrie textile. Donc, il faudra devoir prendre en compte dans les approches qu'on peut avoir au niveau environnemental. Et également, sur le schéma suivant, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est sur le schéma de gauche, vous voyez bien sûr que si on prend l'évolution de la courbe de la population là, depuis les années 60, on voit qu'il y a eu une explosion de la population mondiale presque exponentielle, ce qui a généré, comme je le disais tout à l'heure, des besoins considérables en fibres textiles, en vêtements, etc. Alors, c'est pas si vieux que ça, mais les fibres synthétiques sont apparues au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et après, l'essor vraiment de ces fibres synthétiques est venu vraiment accompagner aussi cette croissance énorme, je dirais, de la population mondiale. Donc, les fibres synthétiques là, qui sont représentées en orange là, sur le schéma, c'est principalement le polyester. Le polyester est une fibre qui est quand même très facile d'utilisation, peu chère, et puis qui rend beaucoup de services. Mais le problème majeur, c'est que la fibre de polyester est issue du pétrole, et le pétrole n'est pas une ressource, je dirais, durable. Donc, il y a une problématique qui va se poser, en tout cas dans les prochaines décennies, là-dessus. Ce qui est remarquable aussi dans le schéma, c'est qu'effectivement, une des fibres naturelles qui tire un petit peu son épingle du jeu, c'est quand même le coton, qui a continué à progresser aussi dans l'utilisation là-dessus. Mais le coton, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même une part importante de coton, même la plus grande partie du coton est fait en coton conventionnel et produit de manière conventionnelle, donc utilise beaucoup de pesticides. Donc, il y a quand même des enjeux important là au niveau aussi de la culture du coton. Si vous regardez sur le schéma de droite, vous voyez que sur la production de fibres de 2018, la production de coton représente 23% de la proportion de fibres produites au niveau mondial, et moins de 1% est aujourd'hui fait de manière biologique, ce qui reste relativement faible. Il y a d'autres fibres qui sont intéressantes, notamment le polyester. Pourquoi? Même si ce qui peut être intéressant dans le polyester, c'est qu'il est très facilement recyclable. Donc ça, la possibilité de recycler les fibres, recycler les textiles sera vraiment une réponse clé, je dirais, dans l'avenir pour pouvoir diminuer nos impacts environnementaux en termes d'utilisation de fibres, etc., sur l'industrie textile. Mais on verra tout à l'heure que notamment sur la laine ou sur d'autres fibres aussi, sur les fibres cellulosiques, il peut y avoir aussi des réponses qui encadrent des bonnes pratiques environnementales à ce niveau. Donc voilà principalement les enjeux. Mais il n'y a pas que des enjeux, comme je le disais tout à l'heure, environnementaux, il y a bien sûr aussi des enjeux sociaux et sociétaux. Ce qui vient aujourd'hui, bon, Cindy en parlera, je pense que aussi après, c'est toute cette partie l'industrie textile est mondialisée aujourd'hui. On parle surtout après cette période un peu de confinement, etc., de difficultés qu'on a pu avoir sur cette partie de localisation, de relocalisation. C'est aussi peut-être un autre sujet qui risque d'être à l'avenir à aborder. D'accord, super. Merci beaucoup pour ces précisions et du coup, on rentre vraiment là en profondeur dans toute cette partie-là grâce au label et aux certifications. Et avant, on va juste réexpliquer avec Cindy plus précisément le concept de supply chain, de chaîne d'approvisionnement et en quoi la RSE s'y intègre et qu'est-ce que c'est plus précisément la RSE, Cindy? Donc, pour essayer de faire simple, la supply chain ou chaîne d'approvisionnement, c'est vraiment l'ensemble des processus qui permettent de fabriquer un produit. Donc, on va commencer
vraiment à la fibre, alors que ce soit une fibre naturelle ou une fibre synthétique. Et on va aller jusqu'à la fin de vie du produit. Aujourd'hui, on va vraiment plus loin. On ne va pas que jusqu'à la commercialisation, on peut aller jusqu'à la fin de vie du produit. Et ça va englober toutes les étapes de transformation de la fibre, toutes les étapes de teinture, d'ennoblissement ou de traitement qu'on pourrait apporter à un fil ou à un tissu pour lui donner certaines propriétés. Les étapes de confection, de coupe et de confection, évidemment. L'étape de vente en boutique ou en ligne. Et enfin, le produit chez le consommateur, si on veut vraiment aller jusqu'au bout du bout de la chaîne. Et du coup, oui, pardon. La RSE, du coup. Du coup, alors comment la RSE, qu'est-ce que c'est vraiment concrètement dans l'industrie qui s'applique à l'industrie textile? C'est comment intégrer les impacts sociaux et environnementaux sur toute la chaîne de valeur, donc à chaque étape de la supply chain. Et en fait, c'est aussi comment avoir un impact positif sur chaque étape de cette chaîne-là, donc avec différents outils en prenant en compte l'impact de l'activité, que ce soit sur l'environnement avec l'utilisation des ressources, que ce soit en eau, mais aussi de produits chimiques, et l'impact social, les conditions de travail et les conditions de vie des personnes qui sont impliquées dans chaque étape de la chaîne. Ouais, donc là, on parle vraiment de travaillant vraiment avec les parties prenantes, parce qu'une marque, ce n'est pas seulement son fournisseur. Une marque, ça peut être aussi ses consommateurs, ses clients et bien entendu tous ses sous-traitants. Là, on parle vraiment de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Responsabilité. Il y a deux. Oui, voilà, c'est pour ça qu'il y en a deux. La responsabilité sociétale d'une entreprise, donc c'est ça qui intègre vraiment tous les impacts sociaux et environnementaux. Voilà. Ok. Parfait, merci beaucoup pour cette précision. Et là, donc, on va passer justement dans la partie plus sur finalement les labels et les certifications qui ont été des outils qui ont été créés pour aider, on va dire, à mieux s'y retrouver en fait, à mieux comprendre l'industrie. Et aujourd'hui, on aimerait bien en savoir un petit peu plus pour comprendre justement c'est quoi la différence entre un label, une certification, qu'est-ce que c'est un standard, une norme, enfin voilà, on aimerait un peu y voir plus clair. Donc, on va passer sur cette partie. Si tu peux nous expliquer, Cindy et Vincent, du coup. Oui. Alors, je commence et puis Vincent, tu compléteras s'il y a des choses. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu flou parfois, mais il y a des choses qui se regroupent finalement. Un standard, en fait, c'est aussi appelé une norme ou référentiel. Standard, c'est plutôt le nom anglais qu'on va donner pour norme ou référentiel. Et tout simplement, c'est un cahier des charges qui a été établi avec un ensemble de critères à suivre par toutes par l'ensemble de la chaîne ou par une usine en particulier, une marque en particulier. Et ces standards-là, les standards ou normes, elles sont définies avec toutes les parties prenantes. Toutes les parties prenantes sont interrogées pour pouvoir définir un standard qui va correspondre aux besoins du secteur. L'initiative, c'est en fait un groupement de personnes qui peut être de groupes ou d'entreprises, qui peut être publiques ou privées ou des ONG, qui vont se regrouper pour créer un standard, donc aussi un cahier des charges à suivre et qui vont principalement aussi communiquer sur ce standard ou sur une démarche à suivre et mettre en place des outils par eux-mêmes pour vérifier en fait que ce cahier des charges sera bien suivi. Après, ce qu'on entend quand même plus au niveau du consommateur, c'est les certifications et les labels. La différence entre la certification et le label, c'est que le label, il va s'adresser vraiment au consommateur final. Et le label, c'est en somme un logo, en fait, une image qu'on peut apposer sur un produit, qui là aussi regroupe un ensemble d'exigences à suivre. Et qui est moins encadrée qu'une certification. Une certification, elle, c'est une procédure déjà qui permet de faire certifier, que ce soit une marque, une entreprise, une usine, ou un processus même, et qui va être délivré par un organisme indépendant et accrédité. Une certification est plus engageante, on va dire, qu'un label de ce point de vue-là.
Est-ce que je peux rajouter sur la partie certification, vu que c'est Oui. notre cœur de métier là-dessus aussi. La certification, déjà, c'est quelque chose qui est encadré par la loi en France. Le Oui. code de la consommation qui définit ce qu'est la certification. Et notamment, donc, ce que tu disais là, Cindy, c'est effectivement, on a aussi obligation d'être accrédité, souvent par les détenteurs de standards ou autres. Accrédité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est nous-mêmes finalement certifié, contrôlé par un organisme indépendant. En France, c'est le COFRAC qui vient nous contrôler, qui vient vérifier qu'on a attribué des certifications de manière impartiale et qu'on n'a pas favorisé tel ou tel opérateur pour telle ou telle raison, etc. Donc, il y a une obligation de transparence vis-à-vis d'un organisme extérieur comme le COFRAC qui vient. La semaine dernière, par exemple, on a été audité, nous, pendant 4 jours pour vérifier qu'on délivre dans de bonnes conditions cette certification. Donc, c'est une garantie supplémentaire de fiabilité, je dirais, par rapport aux consommateurs. Et souvent, sur le label, effectivement, il y a quand même moins de… C'est pas forcément transparent, c'est pas forcément ce qu'il y a derrière, là-dessus. Il peut y avoir des fois des certifications. On a un exemple dans l'alimentaire qui est le label rouge. Derrière, il y a une certification. Par contre, dans le textile, souvent, quand il n'y a que le label, il n'y a pas forcément de certification derrière. D'accord, merci beaucoup pour cet éclairage. Et donc maintenant, on va aller voir un peu plus précisément les différents labels et certifications existantes, parce que c'est un peu là où vous êtes un peu plus expert, notamment Vincent, que vous avez l'habitude de délivrer les certifications. Donc, on a fait quelques-unes par jour. Et Cindy, toi, tu as eu l'occasion aussi de travailler dans le cadre de ton travail avec ECHIOC pour savoir quel label choisir, quelle certification choisir au niveau des produits que vous avez proposés. Donc, on va tout de suite présenter les différents labels en fonction des types de fibres. Donc, ça, c'était ce qu'avait proposé du coup Cindy, cette répartition qui est vraiment intéressante pour vraiment nous aider à nous y retrouver. Donc, on commence par les fibres végétales. Vincent, tu veux… Et c'est vrai que peut-être juste en introduction à cette présentation-là, tout à l'heure, j'avais montré un diagramme où il y avait toute la production de fibres mondiale, et on voit que déjà, il y a deux grosses catégories de fibres qui apparaissent sur le schéma, sur celui-ci. C'est les fibres, notamment du coton, et puis après le polyester. Donc, c'est sûr que les standards qu'on va présenter là avec Cindy là-dessus vont essayer de donner une réponse principalement à ces problématiques déjà fibres. Parce qu'on ne va pas pouvoir… aujourd'hui, les standards ont été plutôt conçus en fonction de la nature de la fibre. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi un petit peu aussi avec Cindy de présenter ces différents standards aussi orientés vis-à-vis de la nature de la fibre qui sera utilisée dans le produit fini. Et c'est certainement aussi, quand il y a des choix à faire sur les certifications, une première porte d'entrée de choix de telle ou telle certification. Ok. En tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser vos questions. On répond à la fin. Comme ça, vous avez au fur et à mesure, n'hésitez pas à les écrire. Comme ça, Vincent et Cindy pourront répondre tout à l'heure. Voilà. Avec plaisir. Alors, je vais peut-être démarrer là sur la partie biologique. Effectivement, donc EcoCert, nous, on certifie sur la partie biologique des produits à base de fibres biologiques sur 2 standards. Le standard Organic Content Standard et Global Organic Textile Standard. C'est vraiment ces 2 standards-là qui existent, qui sont les plus importants aujourd'hui sur le marché des produits à base de fibres biologiques. C'est vraiment les plus importants. Alors, dans la hiérarchie, je dirais, il y a ces 2 types de certifications sont quand même différentes. Pour Organic Exchange, c'est la volonté de pouvoir fournir aux consommateurs la garantie que le produit est bien à base de fibres biologiques. Donc, c'est surtout la traçabilité depuis la production de la fibre jusqu'à la distribution du produit fini, une chemise, un vêtement, un jean, etc., fait à base de coton biologique. Donc, pour garantir que sur l'étiquette, par exemple, il y a bien 100% de fibres de coton biologique ou 60%, etc. Donc là, Organic Exchange va se focaliser sur cette partie-là, proprement dit, de traçabilité. Il n'y a pas de critères environnementaux ni sociaux là-dessus au niveau de la production textile. Vous avez donc le deuxième standard qui est vraiment un standard plutôt haut de gamme là-dessus, c'est-à-dire qu'on va dire haut de gamme dans le sens où va être complet en termes de domaine de critères. C'est donc le standard Global Organic Textile Standard qui a aujourd'hui, à défaut de réglementation dans le domaine des textiles biologiques, vient vraiment combler cette lacune. Donc, ça permet vraiment de définir ce qu'est un textile biologique, on va dire, là-dessus. Donc, GOTS va définir à la fois des critères
sur la teneur en fibres biologiques. Il faut qu'il y ait au minimum 70% de fibres biologiques dans le produit. Ça, c'est le premier volet de critères. Et aussi toute la traçabilité. Donc, c'est tout à fait similaire à ce qu'on peut faire sur Organic Content Standard, là, sur ce point-là. Mais il y a également des critères liés à l'environnement, notamment au contrôle des intrants chimiques, des colorants, etc. Et également sur la partie innocuité des produits. Il ne faut pas qu'on retrouve des substances dangereuses pour le consommateur. Le quatrième volet important de cette certification, c'est la partie sociale, les aspects sociaux aussi qui sont vérifiés, qui sont contrôlés. Voilà pour ce qui est des 2 certifications, je dirais, principales au niveau des produits biologiques. Merci. Du coup, je continue avec les autres qui sont aussi disponibles pour les fibres végétales. Donc, il y a le label Cotton Fairtrade de Max Havelaar. Donc, c'est assez connu, Max Havelaar, pour tout ce qui touche au commerce équitable. Ce label-là, en fait, va garantir un prix minimum d'achat pour le coton est stable et va être aussi fixé en fonction des régions de production. Donc, ça permet de garantir, en fait, aussi aux agriculteurs que voilà, leur coton va bien être acheté au prix le plus juste pour eux. Mais c'est un label aussi qui va un peu plus loin avec des critères de production durable du coton, avec la limitation d'utilisation des produits agrochimiques par exemple, et aussi tout ce qui va toucher aux conditions de travail décentes, puisqu'on est vraiment dans l'aspect équitable et éthique de la production du coton. Et d'autres critères ou d'autres choses qui sont mises en place, c'est des primes de développement par exemple, par le label pour, par exemple, faire des formations aux agriculteurs, créer des écoles ou aider à la conversion biologique. Et c'est aussi un label qui va pousser à l'autonomie des coopératives. Donc voilà pour celui-ci, et ça permet aussi d'avoir une traçabilité sur le produit pour s'assurer que le produit qu'on a acheté est bien produit avec du coton issu du commerce équitable. Pour ce qui est d'autres labels, il y a le label Bioré qui est un label suisse et qui va certifier également que le coton utilisé dans la fibre et dans le produit est issu du coton, de l'agriculture biologique. À cela, il intègre aussi des critères de prix minimum pour le coton et des primes également sur le prix du marché en fonction des régions là encore. Mais c'est aussi un label qui intègre des critères environnementaux avec l'absence de certains produits chimiques, des critères de traitement des eaux usées dans la chaîne de production, donc principalement sur les parties de traitement et de teinture. Des critères sociaux par rapport aux conditions de travail, et ce label offre aussi une traçabilité du produit de A à Z qu'on peut retrouver sur le site directement du label. Pour finir sur le coton, je vais parler du dernier avant de parler de Master of Linen. En fait, j'aurais dû inverser. Le Better Cotton Initiative. Donc ça, c'est une initiative qui a été créée par des marques et des ONG. C'est international, ça a été créé il y a déjà très longtemps, en 2009, avec pour objectif de réduire les impacts de la production du coton et de favoriser le développement durable dans les régions productrices. Alors, ils mettent en place des éléments pour aider les agriculteurs à cultiver de manière plus responsable et à réduire les impacts aussi locaux, à améliorer les moyens de subsistance. Ça ne garantit pas que c'est un coton issu de l'agriculture biologique. Il faut bien faire la différence, il faut faire attention parce que je pense qu'encore aujourd'hui, on peut s'y méprendre entre les labels, la certification GOTS ou le BCI, qui peut prêter un peu à confusion. Et du coup, voilà, je me permets aussi de mettre le bémol. C'est une initiative qui est intéressante, mais attention, ça ne garantit pas que le coton est biologique et ça ne va pas garantir que le produit qu'on va acheter avec ce label BCI contient du coton BCI, parce qu'en fait, ce coton-là, il va être mélangé avec du coton conventionnel. Ça s'arrête vraiment à la récolte du coton, ce label. Ça ne va pas aller sur toute la chaîne. Il n'y a pas de traçabilité sur toute la chaîne de production. Je ne sais pas si je suis assez claire, n'hésitez pas à me demander de répéter si besoin. Donc voilà, mais en tout cas, il faut savoir qu'il existe et qu'il vise quand même à aider un peu les producteurs et à aller vers plus de production durable.
Et enfin, le label Masters of Linen. Alors, ce label, c'est un label européen qui va garantir vraiment la traçabilité européenne du lin, de la plante au fil ou au tissu. Il garantit que le lin, du coup, est 100% européen, a été produit en Europe, a été transformé en Europe. Donc, ça permet vraiment une traçabilité aussi là, sur toute la chaîne du champ jusqu'au produit fini. Avec des critères également environnementaux, des critères sociaux également, et qui a pour but aussi de promouvoir le savoir-faire du lin européen en Europe. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Je peux rajouter juste quelque chose sur la partie biologique. Bien sûr. Je ne l'ai pas dit, c'est que les certifications, que ce soit OCS ou Global Organic Textile Standard, ne concerne pas que exclusivement les fibres à base de coton. Ça peut très bien être de la laine biologique, même de la soie, etc. Il y a, toutes les fibres naturelles certifiables en agriculture biologique sont éligibles aussi à la certification GOTS ou OCS là-dessus. C'est important. Et moi, je me permets de rajouter aussi, d'expliquer que, par exemple, le GOTS, c'est chacune des étapes qui doivent être certifiées. Chacune des intervenants doivent être auditées. D'où la complexité aussi d'obtenir ce type de certification où le filateur doit être audité et certifié GOTS, d'ailleurs, la teinture, jusqu'à la fin, donc la marque qui doit aussi être certifiée et auditée. Donc, c'est vraiment toute la chaîne et c'est penser chaque produit à chaque fois pour pas perdre en fait la certification. Aucun maillon ne doit perdre la certification et ça doit être tout le long. D'où la complexité d'obtenir ce type de certification. Et ce qui est important aussi de préciser, c'est que c'est vraiment toute la chaîne, donc de la partie agricole jusqu'à la partie distribution. Mais la partie agricole, elle doit être certifiée suivant les réglementations de l'agriculture biologique applicables dans le pays en question. Et la partie, que ce soit GOTS ou OCS, ça va démarrer à partir de la première étape, je dirais proprement dit, textile. Alors, si on est sur le coton, ça va être l'égrenage du coton qui va être obligatoirement certifié. Ça va être la première étape parce qu'avant, c'est la partie agricole qui est certifiée. Là, il existe une réglementation. Mais il faut bien comprendre que GOTS ou OCS prennent le relais en fait de l'absence de réglementation sur cette partie proprement dit biologique axée sur la partie industrielle. Donc c'est à partir de l'égrenage pour le coton, le teillage pour le lin par exemple, etc., le lavage pour la laine, etc. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage sur les fibres végétales qui font partie des fibres naturelles. Et là, on passe sur la deuxième catégorie de fibres naturelles, c'est les fibres animales. Alors, on va arriver dessus tout de suite. Donc, voilà. Là, c'est Vincent, tu veux commencer ? Oui, je veux bien. Donc là, pour les fibres animales, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, on pouvait aussi les certifier en biologique. C'est le cas qu'on regardera tout à l'heure. C'est tout à fait possible dans l'instant où les fibres sont certifiables de manière à être encadrées par le règlement d'agriculture biologique. Et c'est maintenant possible avec la nouvelle réglementation, par exemple, européenne, qui vient d'être mise en place. Là, sur la partie laine, un des enjeux majeurs aussi de la partie laine ou de la partie plume, c'est le respect du bien-être animal. Alors, il y a deux certifications principales là, qui ont vu le jour là, ces dernières années, qui sont RWS et RDS. RWS, donc ça veut dire Responsible Wool Standard. Attention, le terme responsible, ça ne veut pas dire responsable pour nous en termes dans le langage français. C'est plutôt dans le sens, parce que responsable, ça peut avoir une connotation justement sociale ou responsabilité sociale, c'est plutôt vraiment de prendre en compte le bien-être animal, respecter toutes les mesures strictes pour que le bien-être animal soit respecté durant toute l'élevage des moutons notamment. Et il y a exactement la même chose aussi sur la partie plume pour l'élevage des oies notamment, respecter pas faire par exemple de plumage, de plumer les oies vivantes, ça c'est totalement interdit par exemple sur ce type de standard. Donc voilà. Donc, là, c'est ces standards qui s'adressent principalement au mode de production au niveau agricole. Et après, ces standards on va mettre un système, je dirais, de traçabilité après en place pour tous les acteurs de la chaîne qui doivent aussi être certifiés pour garantir finalement que le produit fini, comme dans GOTS ou OCS que je vous ai dit tout à l'heure, le produit fini est bien à base de laine RWS. Voilà. Et il y a d'autres standards comme RMS pour le mohair aussi qui existent de la même façon. Très bien.
Et Cindy, tu nous... Oui, pour juste compléter, qui vient juste de sortir le RMS, c'était en construction sur ces dernières années et c'était ce qui manquait un petit peu dans le milieu du textile, alors que le mohair est quand même une fibre qui est encore beaucoup utilisée. Et du coup, voilà, ça y est, il y a enfin le standard qui va garantir aussi le bien-être animal et une certaine manière de gérer les pâturages pour cette fibre-là. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je fais juste une petite parenthèse sur du coup le RWS. La plus grosse dérive aujourd'hui pour le mal-être animal, c'est le muesling, qui consiste à enlever l'arrière des fesses des moutons parce que ça apparemment empêcherait les parasites et empêcherait de donner des médicaments. Bon, c'est très cruel et il y a d'autres solutions. Donc ça permet de dire qu'il n'y a pas de muesling qui a été fait sur les moutons avec le RWS. Oui. Voilà. Oui, ça garantit des pratiques beaucoup plus humaines, on va dire, pour les animaux. C'est ça. Non, mais exactement, c'est exactement ça. Sur les autres labels, oui, si on veut parler un petit peu du cuir, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas encore beaucoup de choses qui existent, mais il y a un label, une norme même allemande qui a été créée, qui s'appelle Nature Leather, et qui là va vraiment couvrir l'ensemble des étapes de transformation du cuir, avec beaucoup des critères aussi déjà de base sur où est-ce que doit être prélevé les peaux de cuir. Donc, ils interdisent bien entendu que ce soit prélevé sur des espèces menacées ou sur des espèces sauvages, pardon. Donc, c'est que des animaux qui vont être élevés pour l'abattage. Et il y a aussi beaucoup de critères environnementaux sur l'aspect toxique des produits qui peuvent être utilisés sur les étapes de transformation du cuir, donc notamment le tannage, qui est une des parties quand même les plus polluantes dans la production de matière en cuir, qui va bannir le chrome ou le tannage avec des agents minéraux, par exemple. Pareil pour tout ce qui va être teinture du cuir, on va bannir tous les colorants avec des métaux lourds ou les colorants avec des composés organiques halogénés, pardon. Ce label aussi inclut certains critères sociaux qui sont basés sur l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Et ça intervient vraiment sur chaque étape aussi voilà, de la chaîne de valeur du cuir. Donc, c'est plutôt intéressant. Ça, il faut savoir qu'il existe. On ne le rencontre pas énormément. Peu. Effectivement, c'est quand même aujourd'hui un label allemand et qui est principalement aujourd'hui effectivement développé sur le marché allemand. Oui, voilà. Tout comme je ne sais pas si je parle du second, là, qui est sur la partie textile. Vas-y, je t'en prie. Voilà, donc sur IVN Textile, ça aussi, il faut savoir que la IVN, c'est une association de fabricants et d'industriels du textile allemand. Donc, pour la partie textile, c'est ça. Pour la partie cuir, c'est aussi des industriels du cuir. Mais c'est aussi des membres de GOTS. C'est-à-dire que GOTS, c'est une association qui est fondée par 4 associations. Une américaine qui s'appelle Organic Trade Association, une anglaise qui est la Soil Association, une japonaise qui est JOCA, et enfin IVN. Donc IVN a aussi son propre standard sur le textile, mais qui est en fait basé sur GOTS, mais c'est un GOTS++ en fait, avec des critères beaucoup plus sévères que peut l'être GOTS. Par exemple, sur la composition, il faut qu'il y ait 100% de fibres biologiques dans le produit, par exemple, sur le critère IVN. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, ce label-là n'est pas encore trop distribué. C'est répandu. C'est plutôt vraiment pour le marché intérieur allemand aujourd'hui. Ouais. Mais c'est quand même des membres, ils sont fondateurs, je dirais, de GOTS aujourd'hui. C'est intéressant de savoir. On peut le voir sur des chaussures qu'on achète en France des fois, mais qui sont allemandes. Enfin, moi, je l'ai vu que là. Ouais. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est quelque chose qui est très connu en Allemagne et un peu moins aujourd'hui en France. Ok. Super. Du coup, on va passer sur une autre catégorie de fibres. Là, on parle des fibres recyclées. Alors les fibres recyclées, je crois que c'est à moi d'en parler maintenant. Voilà, c'est ça. Donc, sur les fibres recyclées, effectivement, il y a plusieurs standards qui existent. Un petit peu comme sur GOTS déjà, ou sur les fibres biologiques, on a déjà la même dualité qui existe, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux standards de textile. Textile Exchange, c'est l'association qui regroupe
standards, et notamment RCS et GRS, là, qui sont présentés sur cet écran. Donc, RCS, c'est un petit peu le pendant de ce que peut être OCS pour le biologique. C'est-à-dire que le but de RCS, c'est de garantir qu'un produit va bien être constitué d'un certain pourcentage de fibres recyclées. Et c'est tout. C'est juste ce but-là. C'est de pouvoir garantir déjà au consommateur final que son produit qu'il va acheter est bien fait à base de fibres réellement recyclées. Si c'est 70%, ce sera bien 75% de fibres recyclées. Mais il n'y a pas d'autres critères, je dirais, environnementaux ni sociaux sur cette certification-là. C'est-à-dire c'est une première étape, je dirais, dans le niveau d'approche environnementale de la certification. Et c'est quand même intéressant de promouvoir, je dirais, la certification de ce type de produits à base de fibres recyclées, parce que si on regarde tout le cycle de produits, la production de fibres, proprement dit, de fibres recyclées, de fibres vierges, je dirais justement non recyclées, a un impact quand même très important. Ça peut aller de l'ordre de 30% à peu près sur le cycle de vie global, si on prend le cycle de vie global d'un produit textile, d'un produit d'un vêtement, par exemple. Donc voilà, pour ce qui est de RCS. Vous avez également aussi GRS, qui est tout comme GOTS, je dirais, la certification, je dirais, premium en termes de labellisation. Pourquoi? Parce que GRS va englober, comme dans GOTS, je dirais, les critères environnementaux aussi et sociaux là-dessus. Donc, il va y avoir un contrôle des intrants chimiques, des colorants, etc., qui va être fait dans toutes les entreprises qui vont devoir être certifiées, toute la chaîne toute la supply chain, et également des aspects sociaux qui sont vus là-dessus. Voilà. Et enfin, EcoCert, nous, on a développé aussi notre propre standard sur les textiles écologiques et recyclés, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on a voulu prendre aussi dans notre standard EcoCert, ERTS, la possibilité d'utiliser différents types de fibres qui ont un intérêt environnemental et qui ne sont pas forcément que exclusivement recyclées. Là-dessus, ça peut être aussi des fibres naturelles, mais non biologiques, mais non OGM, etc., mais qui peuvent avoir un intérêt aussi au niveau environnemental. Et le standard d'EcoCert privilégie aussi, donne aussi des critères sur les critères environnementaux et sociaux, comme ça peut exister sur GOTS ou sur GRS. Voilà un petit peu. Ok, super, merci beaucoup pour ces précisions. Par la suite, on voulait passer sur le côté respect de l'environnement et respect aussi de la peau, si on peut dire ça, de la santé. Du coup, Cindy, c'est toi qui nous parles de Cotex? Oui, tout à fait. Oui, donc Cotex, que je pense beaucoup commencent vraiment à connaître parce que c'est un des premiers labels qu'on a pu voir apparaître dans l'industrie textile. Donc le label Cotex Standard 100, c'est un label international qui va garantir l'absence de produits toxiques pour la santé et pour la peau. Ou alors une présence minime en fonction des critères établis dans les produits finis ou semi-finis. Alors, quand on parle de produits finis ou semi-finis, c'est-à-dire que ça va être vraiment, ça peut être pour mon produit, ma robe en entier, mais ça peut être aussi pour un bouton, pour un accessoire intégré dans le vêtement, une étiquette de composition, une étiquette de marque, etc. Et donc, toutes les substances qui sont interdites sont réunies dans une liste qui est répertoriée, qui prend en compte la réglementation REACH, bien évidemment, mais qui va aussi au-delà sur certaines substances qui ne sont pas encore intégrées, par exemple, dans REACH, mais qui sont, j'ai le mot en anglais, mais qui prêtent à... Tu peux le dire en anglais. L'interrogation sur la santé des personnes. Il faut savoir que pour obtenir cette labellisation, pour pouvoir apposer le label Ocotex sur un produit que vous voulez vendre, par exemple, dans une boutique ou que vous retrouvez dans une boutique, il faut que chaque composant soit certifié Ocotex. Donc, comme je vous disais, le bouton, l'étiquette de compo, l'étiquette de marque, voilà. Ce qu'il faut juste faire attention avec ce label, c'est qu'il y a encore beaucoup de confusion. On pense que c'est un label environnemental également qui intègre des critères environnementaux, mais non. C'est vraiment un label qui se focus sur l'innocuité du produit, sur la toxicité qu'il peut avoir sur la personne. Voilà pour le Cotex Standard 100. Et ensuite, on a des labels ou des standards qui ont été aussi créés, qui vont plus toucher aux aspects environnementaux de la production d'un produit ou d'un tissu. Blue Sign, notamment, qui est quand même assez connu, mais que peut-être pas encore assez du grand public. C'est une norme suisse indépendante et qui va garantir en fait que les produits ont été fabriqués
de manière responsable, avec une utilisation responsable des ressources et un faible impact sur les personnes et sur l'environnement. C'est principalement axé en fait sur les traitements qu'on peut avoir tout au long de la chaîne, notamment la teinture ou l'énoblissement. Il y a des critères aussi d'utilisation d'eau, des ressources en eau, les émissions, les émissions dans l'air provoquées par les étapes de fabrication, des critères aussi de sécurité du consommateur, donc pareil, la innocuité des produits et aussi des travailleurs sur les différentes étapes de production. C'est un label qu'on peut quand même retrouver en France également, mais qui n'est pas encore pas si connu que ça, mais c'est bien pour que vous sachiez que voilà, si vous le retrouvez, ça vous garantit quand même un produit sûr et à faible impact sur l'environnement. Vous avez l'écolabel européen, alors qu'on connaît principalement pour des objets de vie quotidienne, que ce soit des objets ménagers, ou sur d'autres produits de la maison, mais qui a aussi ses critères pour l'industrie textile et qui là aussi va aller assez loin sur les produits qui peuvent être utilisés dans les étapes de transformation d'une fibre ou d'un tissu. Le but, c'est vraiment de promouvoir en fait une conception, une production et une utilisation responsable des produits pour avoir une incidence la plus faible possible sur l'environnement et sur les personnes qui vont porter les produits. Ensuite, je laisserai Vincent. Le Laser Working Group, alors ça, je voulais en parler parce que ça ne s'adresse pas forcément au consommateur final, ça s'adresse plutôt aux marques, mais c'est intéressant de savoir qu'il existe parce que justement, ça prend en compte, là, ça parle aussi vraiment de l'industrie du cuir, donc c'est vraiment basé sur l'industrie du cuir. C'est une ONG qui a développé des protocoles en fait d'audit qui sont conçus pour certifier que les fabricants de l'industrie du cuir sont conformes aux réglementations environnementales et vont plus loin dans leurs performances environnementales. Ça a été créé en fait par un groupe, par des marques, mais aussi par des fabricants du cuir, par des fabricants de machines, par des fabricants de produits chimiques. Donc, ça regroupe vraiment toutes les parties prenantes de l'industrie du cuir qui, du coup, construisent un protocole pour vérifier en fait que telle usine, alors l'usine de tannage par exemple, va respecter tels critères environnementaux, va respecter les lois locales, mais aussi certaines lois plus poussées internationales. Donc, c'est intéressant de le savoir pour les personnes peut-être qui nous écoutent et qui font partie d'une marque ou qui cherchent à garantir des choses un peu plus poussées d'un point de vue environnemental sur leurs produits en cuir. Ok, super. Bien, donc, sur la partie effectivement environnementale, il y a également là, le référentiel d'EcoCert sur les textiles écologiques et recyclés. Effectivement, la volonté là, dans ce standard, c'est d'offrir un cadre pour améliorer les pratiques en termes de production, pour mieux respecter l'environnement et aussi des critères sociaux. Ce standard-là demande à ce qu'il y ait au minimum 70% de fibres de type soit naturelle, soit d'origine naturelle, soit recyclée. Et notamment, ça veut dire que ça permettrait aussi, par exemple, de certifier des produits à base de lyocell. Il n'y a pas d'autres certifications là, qui existent qui permettent de certifier proprement dit des produits à base de fibres d'origine naturelle, comme peut l'être le lyocell, qui a un intérêt au niveau des impacts environnementaux intéressants, justement. Et aussi, cette certification peut venir pallier à des manques, par exemple, sur d'autres labels. Si on prend par exemple RWS ou même OCS, on voit que c'est surtout la matière première sur laquelle a porté les critères majeurs, je dirais, en termes environnementaux ou bien-être animal. Et pour la partie textile, proprement dit, sur ces standards-là, il n'y a pas vraiment de critères, je dirais, environnementaux ni sociaux. Il n'y a pas de critères là-dessus. Donc, on peut tout à fait complémenter et adjoindre cette certification ici pour les entreprises qui veulent quand même aller plus loin sur ces aspects-là. Voilà, donc c'est aussi une solution, je dirais, pour aller plus loin quand on veut monter, je dirais, en niveau de responsabilité au niveau environnemental et social. Ok, super, merci. Est-ce qu'Alice, tu voulais réagir suite à ça? Parce que moi, j'avais une question encore après avant de finir sur cette partie. Oui, juste dire que le Blue Sign, on commence à le voir surtout sur les marques outdoor. Donc, c'est bon signe. Et le Laser Working Group,
On le voit dans des pays où on n'aurait pas pensé, mais en Inde, dans les tanneries. Donc, ça se développe vraiment de plus en plus. Et ça fait plaisir à voir. C'est beaucoup de travail pour les fournisseurs. Ça peut être coûteux aussi, mais ça permet vraiment de changer les pratiques. Donc, de cadrer un peu plus exactement. l'industrie du cuir. Oui. Oui, du coup, je voulais faire cette remarque plus tard, mais je la fais maintenant. C'est dire qu'en fait, souvent, ces initiatives sont, comme on l'a dit, amenées par des marques ou par des ONG et pas par l'État. Donc, il y a très peu de législation aujourd'hui qui permet de vérifier tout ça et ça doit venir des marques, des associations, des gens des personnes du terrain. Donc, tout ça, on voit que c'est vraiment l'industrie qui réfléchit et pas du tout avec des poussées. Donc, ça fait, c'est très important, ça. En fait, je peux juste te donner l'exemple un peu d'EcoCert. Il y a plus de 30 ans, EcoCert a participé justement à l'élaboration, par exemple, des cahiers des charges sur la réglementation biologique. Et c'est bien parce qu'il y avait des associations, et notamment EcoCert, c'était ça avant, c'était une association de contrôleurs en agriculture biologique qui ont fait que on a essayé de promouvoir ce type de production et ça a mené à une réglementation. Peut-être que ces initiatives-là, un jour, feront que ça va se transformer en réglementation. Nous-mêmes, EcoCert, moi-même aussi, moi je participe aussi à des fois des consultations de l'Union européenne pour voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place là-dessus. Donc peut-être qu'un jour, il y aura, ces labellisations seront encadrées en tout cas par exemple pour la partie biologique, ce sera peut-être un jour encadré par une législation. Mais c'est bien de voir qu'ils font appel justement à des personnes comme vous, des vrais organismes, mais il faudrait que ce soit même plus présent et qu'il y ait plus d'obligations pour qu'on ne se retrouve plus avec des dérives qu'on peut encore voir aujourd'hui sur le terrain, qui sont vraiment pas du tout humaines et pérennes, et que c'est maintenant qu'il faut bouger. Donc déjà, les certifications, c'est bien, et de se dire, bon, on peut aller encore plus vite et plus loin à ce niveau-là. Ok, merci beaucoup. Juste avant de passer à la prochaine étape, je voulais juste qu'on fasse une petite synthèse des labels et des certifications qu'on a présentées, qui sont ceux qu'on va retrouver le plus souvent dans les magasins pour le consommateur, qui va se retrouver face à ces labels. Donc, juste pour qu'on fasse un petit point là-dessus, pour qu'il y ait une petite synthèse de ce qu'on vient de dire. Moi, si Vincent, tu me laisses... Ah ben, plaisir. De mots. les compléments. Le GOTS, le Global Organic Textile, c'est vraiment le plus important. Un des plus connus et un des plus importants qu'on retrouve, qui s'adresse en plus pour le consommateur, c'est vraiment un gage de qualité du produit. Le GOTS, le Haut Cotex Standard 100 aussi, on le retrouve quand même énormément. Et le GRS, parce que justement, les fibres recyclées, les fibres de polyester sont de plus en plus présentes et les fibres recyclées également. Donc ça, on le retrouve beaucoup, et notamment là aussi dans la outdoor, parce qu'il y a beaucoup de produits techniques qui utilisent du polyester. Donc pour moi, ce seraient là les trois vraiment gros labels de certification. Ok, super. Auquel vous pouvez faire confiance. Le RDS aussi dans les produits d'outdoor pour la plume, évidemment. Il y a beaucoup de marques d'outdoor. De plus en plus de marques se certifient sur celui-ci. Il y a un très fort essor sur la partie RWS ou RDS sur les 2 dernières années. Là, c'est tout à fait, oui. Mais comme ils ont moins de diversité de matériaux, c'est vrai que c'est plus simple pour eux. Et ça devrait même être évident qu'ils arrivent à avoir à chaque fois ce RDS. Vraiment, quand on achète sa doudoune, ça doit être systématique. RDS, je prends, pas RDS, c'est ce qui est en train de se passer, pas. Effectivement. C'est vraiment ce qui est en train de se passer, effectivement. On ira peut-être même plus loin en termes de nombre d'opérateurs certifiés que ce que peut l'être aujourd'hui, par exemple, le bio. Donc, c'est étonnant, mais c'est un peu ça. C'est bien. Super, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et avant de passer sur comment se déroule un audit, on va encore aller sur un point qui est quand même important. Il s'agit des conformités sociales, en fait. Et du coup, là, je voulais voir avec toi, Alice, justement, qu'est-ce qui existe concrètement aujourd'hui qui permet de garantir, on va dire, les conditions de travail, qui permet au grand public de s'y retrouver sur cet aspect-là. Ok. Donc, je suis une marque et je veux vérifier le droit des travailleurs dans les usines avec qui j'ai un partenariat. Donc, j'ai plusieurs outils et plusieurs possibilités. Donc, bien entendu, me rendre sur place.
en tant qu'acheteur, ou si une personne du département de responsabilité sociétale d'entreprise qui fait partie de la marque peut se rendre et faire un audit par moi-même ou déjà me rendre compte des conditions. Après, il est mieux d'avoir une tierce partie, c'est-à-dire une entreprise extérieure qui vient vérifier. Et là, on fait ce qu'on appelle des audits, c'est-à-dire on vient à l'instant T vérifier comment se déroulent les conditions de travail et on va vérifier toute la revue documentaire avec les contrats, les heures de travail, les conditions de santé et sécurité. Donc, il existe différents organismes qui permettent d'aider à vérifier ces conformités sociales. Donc, on a cité par exemple dans le guide Fairway Foundation, qui est une organisation, donc une ONG, qui intervient plus au niveau de la confection. Donc, là où on va voir la couture, la coupe, donc au dernière étape de production. Et eux font un audit pour aller vérifier le droit des travailleurs dans toute l'usine et aussi proposent des formations, puisque même si on vérifie que tout le monde est en sécurité, il est difficile d'avoir d'interroger sincèrement et à ce que les salariés aient confiance pour se confier, dire j'ai choisi de faire des heures supplémentaires, j'ai compris mon contrat, parce qu'on se rend compte dans certains pays que des personnes ne savent pas lire. Donc, elles ne comprennent pas le contrat, si elles en ont un. Elles ne savent pas toujours si elles ont le choix ou pas et si elles ont le droit ou pas de dire non à des heures supplémentaires. Donc là, c'est donner des formations pour permettre aux personnes d'être plus autonomes et de comprendre leurs droits. Donc, Fairway Foundation fait cet audit pour vérifier et en même temps propose des formations. Et il y a aussi un autre aspect, c'est le système de plainte qui permet d'avoir une hotline pour que le salarié puisse se plaindre et dire là j'ai été harcelé ou là j'ai pas pu refuser mes heures supplémentaires ou je ne me suis pas sentie en sécurité sur mon lieu de travail. Donc ce sont des organismes qui accompagnent les marques à vérifier tous ces aspects-là dans les usines. Ensuite, on a une certification qui existe. Donc là, c'est pas du tout une organisation, c'est vraiment une certification. C'est la SAE 1000. Donc c'est elle qui vraiment régit beaucoup des aspects, qui met un cadre. Et donc elle vient vérifier plus le système de gestion de performance sociale et elle met l'accent sur l'amélioration continue. Et il y a d'autres organismes qui existent, donc BSCI, donc, qui fait partie de Amfori, qui sont donc en Belgique. Donc eux aussi, comme Fairware, vont faire des audits, vérifier les conformités sociales. Et CEDEX, qui lui est anglais et vient vérifier également. Et en France, donc ce qui est plus européen, on a ICS, donc qui fait un regroupement en fait de marques de prêt-à-porter qui ont voulu se mettre d'accord sur les différents axes à vérifier. Mais ce qu'on retrouve très souvent, donc c'est l'aspect santé-sécurité, l'aspect contractuel, l'aspect formation et tout ce qui peut être vraiment vérifié lors d'une visite d'usine. Et c'est primordial pour une marque de faire cette démarche, même si on voit qu'aujourd'hui, des fois, ça peut avoir ses limites, ou le jour où on est venu, même si c'est un audit qui peut être annoncé ou non annoncé, avec une visite surprise, il y a encore des choses qui passent à la trappe. Donc, se rendre sur son lieu de production, c'est évident. Le faire vérifier par une tierce partie, c'est encore mieux. Et toujours, du coup, avoir une relation avec le fournisseur pour le comprendre, pour ici, trop d'heures supplémentaires, peut-être que ça peut venir aussi de la pression des acheteurs. Donc, c'est essayer de comprendre son fournisseur et d'utiliser ces organisations, ces certifications pour nous accompagner sur les différents critères à vérifier. Ok, super. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je pense que ça permet vraiment d'avoir une compréhension plus claire en fait, de ce que c'est un label, certification et comment ça se passe et les critères. Et du coup, on voulait finir juste avec un dernier point. Cindy, je crois qu'il y avait encore peut-être quelques éléments à ajouter sur d'autres potentiels labels, certifications que tu voulais compléter. Oui, alors c'est plus des initiatives et des outils. Ok. Des initiatives qui ont mis des outils en place. Alors, ça va s'adresser principalement aux marques et aux usines. Mais c'est bien de savoir que ça existe pour que
pour aider les marques en fait, à aller plus loin, pour aider les usines à aller vraiment plus loin. Donc, le premier outil dont je voulais vous parler, c'est le Ing Index. C'est une initiative qui a été développée par la Sustainable Apparel Coalition et qui développe une série d'outils qui va permettre aux marques, aux détaillants ou aux usines de confection ou de teinture, etc., de mesurer et d'évaluer leur performance de développement durable. Et du coup, les aider à apporter aussi des améliorations. Le but, c'est pas seulement de mesurer, d'évaluer, c'est aussi ensuite de qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes pratiques. Ça touche principalement aussi les substances qui peuvent être utilisées, les matériaux qu'on peut utiliser dans un produit. Pour citer juste 2 exemples d'outils que le Ing Index développe, il y a le MSI, c'est le Material Sustainable Index, qui va permettre en fait de comprendre l'impact de la production d'un matériau, alors que ce soit du coton, du polyester, du lyocell. Et grâce à ces données, l'entreprise va pouvoir faire des choix éclairés sur l'utilisation de telle ou telle matière. Donc, c'est un outil qui est très intéressant. Après, voilà, à mettre en parallèle aussi avec la stratégie de la marque et ce qu'elle veut mettre en avant, et puis les certifications aussi qu'elle peut obtenir, parce que parfois, on peut avoir des grosses différences entre du coton ou du polyester ou certaines matières qui vont être jugées plus écologiques, mais finalement, faut voir aussi, faut aller au-delà, je pense, de ces outils, aller vraiment jusqu'à la fin de vie du produit. Mais en tout cas, c'est un premier outil qui existe et qui permet de faire des choix un peu plus éclairés, ou un autre outil qui va être le IG Facility Tools, et qui va permettre de mesurer la performance sociale ou environnementale de son usine. Et juste rajouter, Cindy, là-dessus, ce qui est intéressant aussi, vraiment très intéressant sur la partie Index, c'est vraiment aussi d'évaluer la performance de chacun. Chaque opérateur va pouvoir évaluer sa performance aussi par rapport à d'autres opérateurs, voir comment il y a une espèce de benchmarking là-dessus. Et c'est pas un standard ou une certification, mais c'est une certification, mais ça permet quand même c'est déjà pas à destination du grand public, mais c'est plutôt pour les marques aussi, dans leur choix, par exemple, de fournisseurs, etc. Puis essayer de tirer les fournisseurs vers le haut, quoi. Essayer de dire, voilà, il va falloir que vous vous améliorez sur tel point. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et Ecocert, on va démarrer cette année, je pense, très bientôt aussi, cette prestation. C'est intéressant. Parce que souvent, on se rend compte que les fournisseurs ont envie d'améliorer leurs pratiques, mais ne le savent pas. Donc, ils ont un manque d'informations. Et c'est aux marques et avec l'aide d'organismes tels que le vôtre de permettre de donner cette information pour qu'eux puissent s'améliorer et que ce ne soit pas toujours eux qui payent aussi les certifications ou que ce soit accessible également. Tout à fait. Et c'est pas parce qu'on a une certification, parce que par exemple, si on est certifié GOTS, après, on n'a pas forcément d'idée sur la performance globale par rapport à d'autres opérateurs. Donc ça, c'est aussi qui ferait le même travail. Donc c'est aussi intéressant ça. D'avoir la certification permet de faire une photo pour dire ok, on est conforme à tel type de cahier des charges à un moment donné sur un mode de production, qui soit biologique, recyclé, etc. Mais après, là, c'est une évaluation de cette performance environnementale qui est quand même très intéressante. Avant de passer à la suite, j'ai une réflexion d'une personne qui nous suit, qui s'appelle Tiffen. Et je pense que ça peut être intéressant d'en parler tout de suite parce qu'elle dit: est-ce qu'on ne gagnerait pas à réduire le nombre de labels existants? Ça permettrait une meilleure clarté pour le consommateur qui doit probablement être perdu parmi tous ces logos et ça apporterait peut-être un peu de cohérence aux produits présents sur le marché. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion? C'est toujours, en tout cas, je vais essayer de répondre moi pour après, je laisserai aussi. C'est évident que c'est la problématique majeure. Ça a déjà été, qui existe déjà depuis de nombreuses années. Si je prends l'exemple, par exemple, de la partie biologique, il y a quelques années, avant que GOTS ou OCS n'existe, il y avait une multitude de labels existants ou de certifications existantes. Ça a été quand même aussi la démarche, notamment de GOTS, que de se regrouper. Donc déjà, au moins pour un thème donné. Ça a déjà été fait. Donc GOTS a quand même permis de regrouper une dizaine d'initiatives différentes en une seule. C'est déjà ça. Mais c'est vrai que ça demeure la même chose, aussi important sur toutes les autres labels. C'est un petit peu aussi pourquoi nous, on a sorti chez Ecocert aussi un standard comme la référence sur le RTS, sur les textiles écologiques et recyclés. C'est pour prendre aussi en compte toutes ces bonnes pratiques. Et dans la mesure où il n'y a pas, proprement dit, d'instance au-dessus qui a aujourd'hui cette volonté-là, c'est vrai que c'est pas fait. Il y aura peut-être, je pense, via l'association Textile Exchange, qui est une association américaine aujourd'hui, qui regroupe tous les standards qu'on a pu voir comme GRS, RWS, OCS, etc.,
je pense qu'ils sont peut-être un petit peu en train de réfléchir quand même à cette possibilité-là. D'accord. Bon, bah, super. Merci pour cette précision. Du coup, là, je voulais passer sur une question qui va aussi intéresser le consommateur. C'est de se dire comment se passe en fait un audit. Parce qu'ok, on a les labels, certification, initiative, mais concrètement, quels sont les critères? Comment on définit en fait qu'une entreprise peut avoir tel ou tel label? Comment ça se passe en fait dans les coulisses? Alors, Vincent, est-ce que tu pourrais nous dire justement, toi, en tant qu'auditeur, comment tu vas auditer une marque, non, plutôt un fournisseur, pardon, et c'est après avec Cindy qu'on verra la partie marque. Donc, toi, comment ça se passe l'audit avec un fournisseur? Bon, déjà, effectivement, l'audit se place dans un ensemble de processus qu'on appelle un processus de certification. C'est-à-dire que avant de faire l'audit, il faut quand même voir si l'opérateur est vraiment prêt à être audité. Donc, préalablement à ça, on va envoyer, nous, des demandes d'informations, par exemple, quels sont les produits colorants qu'ils utilisent, etc. Il y a des pré-vérifications avant tout ça. Donc, avant de pouvoir faire l'audit. Après, donc, bien sûr, le jour de l'audit va arriver. Il y a, au moins pour un audit initial, effectivement, on est obligé de prendre vraiment une date, qui est bien planifiée, etc. Et là, le jour de l'audit, on démarre par ce qu'on appelle une réunion d'ouverture, où là, l'ensemble, je dirais, des responsables ou des gens qui seront vraiment directement intéressés par l'audit seront présents pour qu'on puisse lui expliquer le déroulement de l'audit et également vérifier que l'auditeur n'a pas oublié ou que l'entreprise a oublié de déclarer une partie de sa production, une partie de son activité, être sûr qu'on est bien sur le bon périmètre de l'audit. Et après, donc, l'audit va proprement commencer et l'auditeur va essayer de vérifier, tout dépend bien sûr du standard, va essayer de vérifier que l'entreprise répond bien aux critères du standard qui est demandé. C'est sûr qu'on n'a pas du tout, vous l'avez pu voir tout à l'heure, les mêmes critères quand on est par exemple sur GOS ou ECS ou quand on est sur RWS et quand on est sur GRS. Donc, ça va bien sûr dépendre déjà du standard. Les points vérifiés ne seront pas les mêmes. Et donc, à chaque thématique, les auditeurs vont de manière exhaustive vérifier tous les points qui sont vraiment applicables à ce type d'opérateur, soit par des vérifications documentaires, on va vérifier, je sais pas, des fiches de production, des fiches de produits, de composition, des factures, des bons de livraison pour justifier de la réalité, je dirais, des transactions, par exemple. On va vérifier les certificats des matières premières, etc., qui rentrent chez l'opérateur. Et également, bien sûr, l'auditeur va interviewer les personnes les employés comme les responsables pour vérifier que les pratiques sont bien mises en œuvre. Très souvent, je dirais, les standards de certification, ce qu'on a besoin de voir, nous, en tant qu'auditeurs, c'est d'avoir confiance dans l'opérateur pour pouvoir mettre en œuvre ces pratiques. Comme je le disais tout à l'heure, on fait en général un audit par an. Des fois, on peut faire des audits de type inopiné, mais généralement, la certification est basée sur un audit par an. Ce qui veut dire, c'est que le jour où on n'est pas, les 364 autres jours où on n'est pas là, il faut qu'on ait quand même confiance dans ce que va pouvoir faire l'opérateur une fois qu'on n'est pas là. Donc aussi, le but de l'audit, c'est de vérifier ça, de vérifier que l'opérateur a bien mis en place des instructions, des procédures qui seront mises en application une fois qu'on n'est pas là. Donc, c'est aussi avoir évaluer ce degré de confiance en fait là-dessus. Donc, si à l'issue de l'audit, l'auditeur a repéré un certain nombre de points qui ne seraient pas conformes ou autres, c'est notifié et l'opérateur aura un certain temps pour rectifier ces problématiques qui auraient pu être soulevées. Donc, quel que soit, je dirais, les domaines vérifiés. Un petit peu. Donc, la certification est donnée dans un deuxième temps et est vérifiée par ce qu'on appelle un chargé de certification qui va vérifier le dossier proprement dit de l'auditeur. C'est aussi un point clé de ce qu'on appelle la certification, c'est que la personne qui fait l'audit n'est pas la personne qui prend proprement dit la décision de certification. D'accord. C'est cette partie d'indépendance aussi qui est importante. Voilà ce que je peux dire. Bon, bah, super, merci beaucoup. Et Cindy, est-ce que toi, tu peux nous donner du point de vue, du coup, toi qui as travaillé dans une marque, comment ça se passait quand tu étais audité, justement? Déjà, il y a forcément un travail préparatoire, puisque forcément, on ne peut pas tout produire le jour de l'audit. Il faut préparer en amont. Donc, je vais plus vous parler de la certification GOTS, puisque c'est celle-ci qui est la plus récente dans ce que j'ai pu faire récemment. En fait, il y a déjà, du coup, voilà, tout ce travail
Alors ça va être, on va dire, il y a 2 étapes. Il y a tout le travail qui va être en interne de la marque, dans les bureaux, dans le fonctionnement de la marque, hein, puisque si on veut être certifié GOTS, il va bien falloir qu'on respecte nous-mêmes en interne les principes, les critères de cette certification. Et puis il y a tout l'aspect aussi produit avec nos fabricants, avec les usines avec lesquelles on travaille. Et donc, ce travail préparatoire, ça va être de s'assurer qu'on va avoir une politique environnementale en place et conforme à la certification. Pareil pour tout ce qui va être conformité sociale, qu'on réponde bien aux lois du pays. Ça, c'est des exemples voilà, un peu concrets. Et d'un point de vue du produit, ça va être se procurer les certificats qui vont concerner les produits que nous, on veut faire certifier. Donc, le travail en amont, ça va être ça. Ça va être aussi de lister les produits que la marque souhaite faire certifier auprès de l'organisme et travailler avec le fournisseur pour obtenir les certificats qui vont attester que le produit est bien fabriqué dans la matière qu'il nous vend, pour laquelle il nous vend le produit. Certes, il y a des certificats qu'on va pouvoir obtenir avant le jour de l'audit. Ça va vraiment dépendre de quand l'audit va tomber dans la saison de production, dans la saison de la collection. Et il y a d'autres documents que nous devrons produire ensuite, à la suite de l'audit, une fois que les certificats auront été émis, puisque les produits qu'on va certifier, généralement, on est sur 2 saisons. Et forcément, il y a une saison qui est terminée de produire et une saison qui va être en cours ou qui est en cours de production et dont le certificat, on ne pourra pas encore l'obtenir, puisqu'un certificat sur un produit est délivré une fois que le produit part en livraison. D'accord. Okay. Pour pouvoir obtenir un certificat, en tout cas pour l'usine, pour le producteur, il faut qu'il puisse produire les documents de livraison, tous les documents logistiques. Ensuite, le jour de l'audit, comme l'a expliqué un petit peu Vincent, il y a tout ce travail d'explication, de réunion avec les personnes qui vont pouvoir être interrogées pendant la durée de l'audit. Généralement, pour une marque, ça va dépendre de la taille, mais ça peut se dérouler sur une journée, une demi-journée à une journée s'il y a aussi visite de l'entrepôt de stockage des marchandises. Et après, en fonction des thèmes à aborder, que ce soit les conditions de travail, que ce soit le produit en lui-même à certifier, différentes personnes vont pouvoir intervenir pendant le jour de l'audit, que l'auditeur va interroger, va demander de produire certains documents. Il y a une vérification aussi des produits et de la labellisation des produits. Si il est conforme au cahier des charges, le logo, c'est le bon logo qui est utilisé, c'est les bons termes qui seront utilisés. Donc voilà, l'audit en plus ou moins se déroule comme ça. Il y a aussi une vérification de la communication qui est faite à propos de la certification GOTS. Il y a des choses où on est autorisé à communiquer d'une certaine manière et il y en a d'autres où on ne pourrait pas utiliser certains termes ou alors dans un certain cadre. Voilà, je ne sais pas si je réponds assez clairement à comment ça peut se dérouler. En tout cas, voilà, il faut savoir qu'il y a un avant, un pendant et un après, qu'il y a forcément une préparation et qu'il y aura encore des choses à fournir à la suite pour finaliser, on va dire. Un processus, en fait. C'est vraiment expliqué. Juste le jour J. Non, il y a une question d'amélioration permanente aussi pour être toujours au plus près de la performance. Et après, en fonction de comment les marques sont organisées, il y a forcément derrière un travail avec le fournisseur à faire en amont aussi et en aval de la certification. Ouais. Oui, c'est ça. C'est pas juste un jour on vient et puis après on le laisse, quoi. C'est vraiment. Non, c'est bien, mais non. Voilà, c'est pour être vraiment au plus près de ce qui se passe sur le terrain. C'est important aussi pour les marques de le savoir pour aussi retransmettre ensuite aux consommateurs la réalité, quoi. Surtout il faut savoir aussi que pour obtenir une certification, alors pour obtenir le certificat concernant le produit, ma chemise, ma robe par exemple, on va avoir aussi un laps de temps dans lequel on va pouvoir faire la demande de certification. Passer ce laps de temps, il y a beaucoup de risques de ne pas obtenir la certification. Donc, ça remet en cause aussi la certification de la marque. Donc, ça, c'est pour ça que c'est important de travailler main dans la main avec les fournisseurs et de ne pas les laisser juste, eux, de leur côté, avoir leur certification et nous, en tant que marque, avoir notre certification. Il faut travailler ensemble pour trouver aussi des solutions si jamais il y a des points bloquants ou quand on se lance aussi au début dans une certification GOTS et qu'on ne maîtrise pas très bien encore
tous les tenants de la certification, c'est très important de vérifier avec le fournisseur que lui, de son côté, il s'est assuré qu'il va pouvoir aussi obtenir la certification sur le produit. Parce que tous les produits que vous allez mettre dans votre liste de certification, vous allez payer aussi pour ces produits en tant que marque. Donc, c'est vraiment un travail avec le fournisseur, à faire avec le fournisseur. Ok. Intéressant aussi sur la partie labellisation, c'est que sur les étiquetages des produits, vous avez un numéro, ce qu'on appelle un numéro de licence qui est présent. Et via le site, par exemple, si on prend GOTS ou DX Selection, c'est pareil, on peut retrouver, je dirais, si l'opérateur est bien certifié ou pas. C'est plus facile sur le site de GOTS, là, aujourd'hui, c'est www.global-standard.org. Et là, vous tapez par exemple le numéro qui est écrit sur l'étiquette et vous voyez s'il est bien certifié ou pas. Ça peut être un outil qui est à la fois valable, qui est utilisable par les consommateurs, mais aussi utilisable aussi par les industriels qui veulent vérifier si un tel ou tel fournisseur, par exemple, est certifié. Ça peut être un outil intéressant. Merci beaucoup pour cette précision. Du coup, on va bientôt arriver à la fin. Est-ce que Alice, toi, tu voulais rebondir sur ce qui a été dit sur tout ce qui est audit? Je pense qu'avec tout ce qu'on a dit, les consommateurs, mais aussi du coup les marques, même celles qui sont engagées ou pas, se rendent compte de l'énergie à fournir et aussi du coût que ça peut engendrer de vouloir être responsable. C'est-à-dire que c'est pas évident parce qu'il faut suivre toute sa chaîne d'approvisionnement et c'est ce qu'on répète depuis le départ, ça veut dire déjà la connaître. Donc la traçabilité, c'est le critère numéro 1 de la RSE aujourd'hui pour après aller plus loin et permettre de vérifier les impacts sociaux, environnementaux. Donc les labels et les certifications, les standards sont des outils qui permettent d'aider justement à ces vérifications. Ça demande énormément d'énergie puisqu'on doit vérifier tout le temps les conformités, la validité des certifications, que c'est bien tous les matériaux. Enfin, du coup, c'est vraiment beaucoup d'énergie et aussi un coût. Et ce coût, on le retrouve où? On le retrouve après sur le prix d'achat. Donc oui, un produit plus responsable coûte plus cher et notamment c'est pour ça. C'est parce que derrière, il y a des vérifications et qu'il y a des outils qui sont utilisés pour permettre de comprendre le vêtement et de vérifier qu'il réduit son impact social et environnemental tout au long de sa chaîne de production. Donc aujourd'hui, on ne voit pas tous ces labels, on en voit et on commence, mais interrogez les marques et demandez-leur qu'est-ce que vous utilisez et pourquoi je ne vois pas ces logos et qu'est-ce que vous pensez faire, où est-ce que vous en êtes sur votre stratégie, est-ce que vous les connaissez, pour que eux s'interrogent aussi, parce que n'importe qui, c'est pas évident, c'est pas un réflexe d'auditer ces usines, de faire des certificats. Ils n'ont pas encore l'énergie, mais ça devrait être normal et on devrait même pas avoir besoin de tout ça et ça devrait être déjà clean. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça ne l'est pas encore, mais ça le deviendra, j'en suis sûre. Donc, on a ces outils, il faut les utiliser, mais les marques doivent encore plus investir. Et ça veut dire aussi plus de main-d'œuvre, enfin, plus de personnes au sein des marques. Il n'y a pas juste un acheteur, il n'y a pas juste un responsable qualité, il y a des personnes de RSE qui sont là pour vérifier, pour faire cette traçabilité. Et c'est la clé aujourd'hui, selon moi, pour arriver à une mode un peu plus pérenne et avec un peu plus de sens. Donc oui, ça a un coût, ça demande de l'énergie, mais c'est faisable. Et je voulais dire aussi pour les marques, non, ça c'était pardon. Donc voilà, donc c'était de se dire le prix il est là parce que derrière il y a des audits, il y a des certifications. Ah oui, c'est ça, pardon, je voulais rajouter, c'est que toutes les marques, même les petites marques qui veulent faire justement des choses un peu plus raisonnées, n'ont pas toujours la possibilité de se faire certifier. C'est comme un agriculteur qui peut pas avoir une certification AB parce que c'est trop coûteux, mais qui va faire une agriculture raisonnée. Et bien c'est la même chose. Je peux faire une production raisonnée en essayant au maximum de me rendre sur le lieu, de vérifier par moi-même et déjà avec mes connaissances ou avec des formations. Donc, toutes les marques et toutes les tailles d'entreprise ne peuvent pas vérifier de la même manière. Et aussi, après, je ne sais pas, peut-être que Vincent saurait aussi dire, mais pour les futurs labels qui existeront, pour les nouvelles vérifications, moi j'avais entendu parler et j'espère qu'il arrivera sur les labels pour vérifier la durabilité des produits. C'est-à-dire que, comme on le disait au départ, on consomme de plus en plus avec une durée de vie des produits, une réduction des tailles de fibres, avec de moins en moins de qualité. Donc ça, ce sera vraiment pour moi un label qui sera important, c'est de dire, voilà, ce produit vous durera tant de temps et de permettre de vérifier sur la qualité, la durabilité du produit. Donc pour moi, ce serait l'après-label en fait. Bon. Voilà ce que je voulais dire.
On arrive justement dans la dernière partie du talk show. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas, on va y répondre tout de suite après. Donc, ça concerne le futur des labels et des certifications, où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qui se prépare, est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui vont apparaître prochainement? Et par rapport à ce que disait Alice, est-ce que vous avez une réponse aussi à apporter? Alors, je vais commencer peut-être de répondre là sur ce point-là. Effectivement, déjà, vu que le thème quand même aussi de ce talk show, c'était aussi sur la partie RSE, EcoCert, on a démarré une certification qui s'appelle For Life pour la partie responsabilité sociale et environnementale. Et cette certification est vraiment importante. Elle a été plutôt au départ mise en œuvre pour la partie alimentaire, et maintenant on démarre le cosmétique, mais également va voir le jour aussi sur la partie textile là-dessus. Donc c'est important. Comme on le disait, c'est que si les responsables d'entreprise prennent à cœur cette problématique de développement durable, c'est incontournable de se poser la question, je dirais, de la RSE. Et donc c'est vraiment un moyen, je dirais, c'est ce type de certification RSE, de pouvoir valoriser justement ces démarches-là. Après, dans les autres évolutions qu'on peut percevoir, nous, c'est bien sûr c'est la prise en compte vraiment au tout début de la création même des produits, la responsabilité, je dirais, des designers, des gens qui vont faire proprement dit, qui vont concevoir les produits. Et ça, c'est aussi primordial dans leur choix de matière, leur lieu de production, le type de mode de production, etc., leur choix de si c'est des fibres recyclées ou pas, etc. Tout ça, je veux dire, les designers doivent prendre conscience qu'ils ont une responsabilité très importante là-dessus. Et donc, les standards, je pense, vont progressivement aussi intégrer de plus en plus ça. Et notamment, dans la conception d'un produit, ce qui est important, c'est vraiment la fin de vie aussi d'un produit. C'est vrai que si plus un produit sera difficile à recycler parce qu'il a beaucoup d'accessoires, beaucoup de zip, etc., plus il sera difficile de recycler. Et c'est dommage, on va perdre la matière là-dessus. Donc, effectivement, les gens qui font de la conception de produits, s'ils veulent prendre en compte vraiment tous les aspects de la durabilité, vont devoir aussi intégrer ces parties-là dans la conception même du produit. Donc, je pense qu'également, les standards vont évoluer aussi sur ces aspects-là. Donc, voilà, c'est aussi un point important. Merci beaucoup, Vincent. Cindy, je te laisse partager tes perspectives. Alors, je suis d'accord que tout ce qui s'est dit jusque-là aussi. Et je pense aussi que la filière textile, pour l'avenir en tout cas des certifications, de labels et de la filière, elle se structure de plus en plus quand même autour des questions de traçabilité, de transparence, de bien-être au travail, de bien-être animal. On l'a vu justement avec le nouveau label RMS sur le mohair qui vient tout juste de sortir. Et je pense que ça va continuer dans ce sens-là. Il y a aussi la filière du cachemire qui se structure entre elles pour pouvoir garantir des niveaux de traçabilité et de bien-être animal. Donc, tout ça, c'est plutôt encourageant parce que, encore une fois, comme le disait Alice, c'est la filière qui impulse un peu tout ça. Ça ne vient pas forcément des lois ou des États des pays, mais en tout cas, je pense que ça continue à se structurer et que on va aller aussi vers peut-être un peu plus moins de labels, moins d'initiatives, où certaines initiatives vont se regrouper pour pouvoir avoir des choses plus communes et plus standards, ou en tout cas qui vont pouvoir s'adapter à tout type d'usine. Il y a CEDEX et BSCI, par exemple, qui se sont aussi rapprochés pour mettre en commun leurs protocoles. Donc, je pense que ça fait partie de ce qui va se passer dans le futur proche. Et on peut parler aussi de Slow We Are, du label Slow We Are, qui a été créé tout récemment, l'année dernière aussi, qui s'adresse là aussi au consommateur final et qui permet en fait d'identifier les marques de mode engagées sur des démarches d'éco-responsabilité. Ils ont développé aussi leur propre méthodologie de contrôle de ces marques-là. Ils se basent sur l'ISO 9001 pour tout ce qui concerne la qualité, la gestion de la performance qualitative, l'ISO 26000 et aussi sur tous les objectifs de l'ONU, les objectifs de développement durable de l'ONU. Et ils ont créé leur méthodologie pour pouvoir vérifier et garantir que la marque s'est engagée sur une démarche éco-responsable. Donc, je pense que c'est un label aussi intéressant D'accord, oui. à prendre en compte, en tout cas, quand on veut se lancer en tant que marque dans ce type de démarche-là.
Et qui permet justement peut-être aux consommateurs d'avoir une idée globale en fait des différents engagements de la marque, et peut-être ça peut faciliter justement par rapport à ce qui a été dit par Tiffaine, d'avoir des espèces de labels qui vont être garants en fait des engagements globaux des marques en fait. Oui. Donc, on prévoit d'ailleurs de les accueillir dans un prochain épisode du talk show, donc on va approfondir justement l'idée de ce label dédié aux consommateurs et de tout ce qui est fait derrière en fait pour justement garantir les différents engagements des marques. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Alors là, on a une question encore de Tiffaine, donc on va juste voir si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager dès maintenant. Donc j'ai une autre question, c'est est-ce que les agriculteurs, filateurs, tisseurs, façonniers qui sont certifiés par ces différents labels peuvent être certifiés même s'ils ne font pas uniquement des productions GOTS, OCS, autres? Car il y a un risque de mélange des fibres biologiques avec d'autres non biologiques, volontaires ou non, si les deux sont pratiqués dans l'usine. La réponse est oui. On peut certifier des opérateurs qui ont des productions, ce qu'on appelle mixtes, par exemple bio et conventionnelles. Le but, c'est de vraiment démontrer quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour éviter ces mélanges-là. Bien sûr, le risque principal est plutôt en étape amont du type égrenage de ce type de production. Là, c'est très important. Là, on va demander des séparations beaucoup plus importantes. Si on est sur du tissage, sur de la confection, c'est beaucoup moins risqué. Parce que mélanger des tissus, on va tout de suite avoir des problèmes qualitatifs identifiés là-dessus. Donc, il y aura d'autres problèmes qui vont être très vite vus. Mais c'est vrai que nous, on concentre beaucoup d'efforts aussi sur cette partie de vérification au niveau, par exemple, de l'égrenage. Et c'est faisable. Mais voilà. Je me permets, du coup, en usine, par exemple, il y aura des lignes de production GOTS, confection, repassage, qui seront séparées des autres matériaux qui ne sont pas certifiés. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Tu m'entends? Oui, c'est bon, c'est juste ça. Okay. Donc, par exemple, dans une usine de confection, on aura des lignes GOTS qui vont permettre donc de suivre le produit de repassage, confection, qualité, test qualité tout au long. Donc, ce sont des lignes qui sont dédiées à la certification. Donc, on peut avoir des produits non certifiés et d'autres certifiés dans une même usine de confection. Ok, merci. Du coup, c'était la question. Après, j'avais une autre question, c'est quelle est la répartition entre les différents labels? Je pense qu'on a répondu, puisque c'était au début. Hein. Donc voilà, je pense qu'on a pu répondre à cette question. Ceux qui sont encore avec nous, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ah, je crois qu'il y a une... Tiffaine remercie beaucoup pour les réponses. Voilà. Merci à toi pour les questions. Merci à elle aussi pour ces questions. Voilà. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Encore 4 minutes, 5 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas, c'est l'occasion. Vous avez les experts qui sont présents, donc... Je me permets juste de rajouter ce pourquoi on a fait ce livre et ce pourquoi aujourd'hui on demande à des experts de venir, c'est pour vraiment insuffler ce questionnement de la part du consommateur et des marques, de ne plus acheter un tissu ou d'acheter un vêtement les yeux fermés, et de se dire vraiment qu'est-ce que je porte et d'avoir la curiosité de regarder s'il y a des labels, et pour les marques aussi de se dire comment je peux acheter différemment. Donc c'est vraiment questionnons-nous sur ce que nous achetons et demandons pour que l'on puisse enfin avoir une transparence sur nos achats. Donc, c'est grâce à EcoCert, c'est grâce à des Cindy qu'on arrive à remonter les filières et qu'on puisse après donner des informations sur ce qui est acheté, ce qui est produit. Donc ça, c'est primordial. Donner l'information. Donc, les marques doivent les donner, déjà les collecter, et ensuite, à nous, consommateurs, de nous questionner sur ces achats. Je peux juste rajouter un point en plus. Il y a vraiment une dynamique quand même importante en ce moment. Là-dessus, même depuis 2-3 ans, on voit qu'il y a pour nous, en termes de certification, on voit très bien qu'il y a une forte croissance de la demande de certification concernant la partie textile durable. C'est vrai que quand j'ai commencé, moi, chez EcoCert, il y a une dizaine d'années, un peu plus, c'était beaucoup plus timide. Et maintenant, il y a vraiment un engouement très fort là depuis 2 ans, pas mal de marques. Ils passent très souvent, presque tous les jours, j'ai des contacts moi, avec des marques qui souhaitent se renseigner, en tout cas sur cette partie certification. Donc, je pense que le message commence à passer là-dessus et j'ai un bon espoir effectivement que les choses changent quand même
un peu plus là-dessus. Donc, je pense qu'au départ, effectivement, les standards tels qu'on a présentés tout à l'heure étaient très orientés fibres. Et je pense qu'on va faire quand même progresser au fur et à mesure, une fois que les marques auront vraiment intégré dans leur collection ces aspects fibres. Je pense que de manière globale, elles vont aussi essayer de monter en responsabilité environnementale, par exemple, et d'aller un peu plus loin sur la partie environnement, etc. Là-dessus. Donc, c'est aussi le fait qu'il y ait des différents standards aussi aujourd'hui, c'est aussi pour pouvoir faire que tout le monde prenne le train en marche, quoi, aussi, là, aujourd'hui. Exactement. Parce que des fois, Et puis pour eux, c'est... Oui, tout à fait. Et en plus, pour eux, c'est de ne pas baisser les bras sur... Avant, ils pouvaient acheter un produit sans savoir d'où venait la matière, même où est-ce que c'était confectionné. Donc aujourd'hui, d'avoir ces informations, ça leur permet justement de se tourner vers des organismes comme les vôtres pour prouver que bon, ils sont allés plus loin. Mais s'il y a des marques qui écoutent et qui ne savent pas par où commencer, ben, ne baissez pas les bras et continuez votre traçabilité. Matériaux, confection, c'est la clé pour pouvoir avoir les infos et pouvoir améliorer. Et en plus, et après se faire certifier et se faire accompagner. Mais je rajouterais même ne pas avoir peur de tout ça, de tous ces labels, etc., de commencer quelque part, parce que quand on commence quelque part, généralement, ça ouvre la porte à d'autres choses, mais voilà, de déjà faire un choix. Est-ce que, voilà, en tant que marque, je veux aller sur telle matière et je veux qu'elle soit éco-responsable, donc je vais sur cette certification, ou est-ce que je commence par une démarche plus globale en interne, ou est-ce que je commence sur ma traçabilité avec mes fournisseurs? En tout cas, il y a plein de choses à faire, ça peut prendre énormément de temps, mais commencez quelque part et après, ça vous ouvrira les portes pour le reste et ça fera que évoluer la filière de toute façon. Donc, surtout que des fois, certaines marques ne pensent peut-être pas à interroger leurs fournisseurs tout de suite sur certaines questions ou certains points. Et en fait, quand ils commencent à interroger, ils se rendent compte que les fournisseurs sont déjà plus avancés que ce qu'on peut penser. Parfois, on a des a priori, je pense encore aujourd'hui dans l'industrie textile, alors qu'avec tous les outils qui existent, tous justement les standards qui existent, les industriels, en tout cas, ont bien compris qu'aujourd'hui, pour pouvoir être compétitif aussi sur le marché de l'industrie textile, il fallait aussi aller sur ces sujets-là. Ça vient, l'impulsion, elle vient aussi, on le voit quand même beaucoup des usines, notamment dans le cuir, justement. Donc, pour les marques, je dirais aussi, n'hésitez pas à interroger vos fournisseurs et au contraire, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vous donneront des réponses plutôt positives et vous aideront à aller même plus loin. Et là, pour finir, j'ai une remarque de Liliane qui fait quand même remarquer que c'est pas facile de trouver des vêtements labellisés. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette remarque? C'est vrai. Ouais. C'est sûr, elle est juste. Et après, il y a aussi une autre problématique qui s'impose, c'est que les marques n'ont pas obligatoirement la volonté de faire mention d'une certification. Aujourd'hui, ils ne sont pas obligés. GOTS, dans la nouvelle version de GOTS, ça va être obligatoire de le faire. Mais c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas forcément obligatoire. Il y a peut-être des produits qui sont quand même certifiés. On va peut-être dire, par exemple, à base de coton biologique, par exemple, sur un produit, mais les marques ne vont pas forcément faire état d'une certification aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas du tout, c'était pas imposé comme ça aujourd'hui dans les cahiers des charges. C'est aussi peut-être une évolution qui va se faire récemment. Mais je pense que c'est aussi pour ça. Donc, ça n'aidait pas jusqu'à présent la bonne communication vis-à-vis du consommateur, c'est sûr. Ça peut aider du coup à se retrouver parce que c'est vrai que si on ne sait pas qu'est-ce qui est labellisé, en fait c'est bien d'avoir toutes ces informations, mais il faut pouvoir les trouver en fait en magasin. Oui, il n'y a pas un annuaire qui existe. Bon, il y a déjà le guide que vous avez. Voilà, c'est déjà ça. Il y a plus d'une vingtaine de labels et certifications et initiatives qu'on a répertoriées. Mais d'où ma remarque de tout à l'heure de questionnons-nous et questionnons les marques. Donc, vous faites si vous n'avez pas de label, il n'y a rien d'apparent, qu'est-ce que vous faites au moins? Est-ce que vous vous rendez sur place? Est-ce que vous connaissez l'origine de vos matériaux? Interrogeons les marques. Ça prend du temps, mais si on s'intéresse un peu plus, j'ai une marque fétiche, et je pose la question. Et eux, ça va les faire réfléchir parce que ce qui compte le plus pour une marque, c'est son image. Donc, un consommateur qui se questionne, ça peut être un consommateur qui n'a pas acheté. Donc, la communication RSE, c'est être transparent et c'est dire j'ai pas cette certification, mais je vérifie ça ou je me suis interrogée sur ça. Je suis pas encore bon sur ça. Donc c'est vrai qu'en magasin, c'est pas facile. Il y a pas encore tous les labels, mais interrogeons ces marques pour qu'elles se questionnent elles-mêmes et qu'elles puissent mettre dans leur communication. Donc j'invite vraiment à aussi regarder sur leur site internet notre stratégie, qui sommes-nous. Et là, ça donne déjà les valeurs d'une marque et ce qu'elle met en place ou ce sur quoi au moins elle s'interroge. Ouais, les engagements.
Et juste pour Exactement. j'ai une dernière remarque, c'est Tiffaine, du coup, qui est très active aujourd'hui dans les remarques. Elle travaille justement dans une société de mode où elle dit qu'il y a beaucoup de mal à trouver des fournisseurs qui produisent déjà des textiles biologiques ou recyclés. Beaucoup sont en train d'en développer, mais très peu sont déjà au point. Voilà sa remarque par rapport à… Je me permets de répondre. Alors après, je ne sais pas où sa société est basée, et où ses fournisseurs se trouvent, mais aujourd'hui, déjà notamment, alors c'est sûr que en cette période un peu particulière à cause du Covid, il y a beaucoup moins d'événements qui sont organisés ou qui sont mis en suspens pour le moment, mais déjà rien que sur les salons de la filière textile, on peut déjà trouver énormément de fournisseurs qui vont être spécialisés ou en tout cas qui vont proposer des gammes de produits biologiques ou recyclés. Et les salons se structurent aussi de plus en plus autour de ces thématiques-là pour mettre en avant ou en tout cas séparer les fournisseurs conventionnels, on va dire, et les fournisseurs qui vont être plus éco-responsables. Donc, c'est déjà pour moi une première source de sourcing, du coup, pour trouver des fournisseurs qui vont produire ce type de fibres. Et ensuite, oui, ça va être le carnet un peu d'adresse de la société où on interroger déjà rien que même les fournisseurs en France qui sont… Je pense que c'est important aussi d'aller voir sur le site internet des standards concernés, soit GOTS, soit Textile Exchange, parce qu'ils proposent quand même les listes des opérateurs annuaires, certifiés. Donc ça peut déjà quand même aider que ce soit Global Standard ou textileexchange.org. Les deux vous listent un petit peu tous les opérateurs certifiés, enfin un petit peu tous les opérateurs certifiés. Donc ça peut quand même aider dans les recherches. Merci beaucoup pour ces précisions pour Tiffaine. Et du coup, merci à tous ceux qui nous ont suivis. On espère que ça a été plus clair pour vous de comprendre tout ce qui est en lien avec les labels, certifications. Ça va vous aider au quotidien. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, il y a toujours le guide qui est disponible avec une vingtaine, comme on disait, de labels, certifications, initiatives répertoriées autour de tout ce qui est social, environnemental, au niveau de différents types de fibres. Donc voilà, si ça vous intéresse d'avoir potentiellement même la présentation qui a été faite, n'hésitez pas à nous contacter. On peut vous la transmettre. Donc voilà, et le guide qui est disponible à la FNAC ou sur place des libraires, auprès de votre propre librairie de votre ville. Merci beaucoup encore de nous avoir suivis. Merci à Cindy, merci à Vincent, merci à Alice pour tout ce que vous avez apporté dans cet épisode du talk show. Et on espère que ça vous a aidé et on sera présent pour un prochain épisode avec de nouveaux invités. Merci à toutes et à tous. Passez une belle journée, un bon week-end. Au revoir. Au revoir.